À ce jour, la seule vie dont nous soyons certains de l'existence, dans l'univers tout entier, se trouve sur la planète Terre. Que cette vie soit intelligente est, disons, discutable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que nous recherchions inlassablement la vie sur d'autres planètes. Jusqu'à présent, on en a découvert plus de 4000. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que la NASA a compilé une nouvelle liste de 24 planètes qui ne sont pas seulement semblables à la Terre, elles seraient meilleures que notre planète natale. Les conditions y sont si bonnes qu'elles seraient plus confortables que chez nous. Examinons quelques-unes d'entre elles. KOI 5715.01. Cette merveilleuse planète se trouve dans la constellation du Cygne. Et pourquoi est-elle si merveilleuse ? Eh bien, notre Soleil est une naine jaune. Or, même s'il n'est pas si mauvais pour entretenir la vie, certaines étoiles le font mieux. La planète KOI 5715.01 est en orbite près d'une naine orange. Les naines oranges sont des étoiles légèrement plus petites que notre Soleil, avec une luminosité un peu plus faible. Cela ne veut pas dire que nous allons vivre dans une obscurité totale. En fait, si la planète se trouve plus près du Soleil et qu'elle a une atmosphère plus épaisse, elle pourrait même être plus claire et plus colorée que la Terre. Notre Soleil a une espérance de vie très courte. Actuellement, il ne lui reste plus que 7 à 8 milliards d'années à vivre, soit un peu plus que l'âge de la Terre. Les naines oranges, quant à elles, peuvent vivre 45 à 70 milliards d'années. Donc, non seulement nous pourrons traîner plus longtemps sur cette planète, mais les planètes autour de ces étoiles ont plus de temps pour développer la vie. Dans l'idéal, il faudrait trouver une planète à côté d'une naine orange et âgée d'environ 7 milliards d'années. Il est très probable qu'il y ait au moins quelques organismes là-bas. KOI 5715.01 a environ 5,5 milliards d'années. Certes, elle ne semble peut-être pas assez mature, mais ce n'est pas si grave. Notre Terre est 1 milliard d'années plus jeune, et ça ne nous a pas arrêtés. La planète est assez proche de son étoile et se trouve dans une zone habitable. Une année là-bas dure 190 jours. Imagine que tu ailles encore à l'école primaire et que tu aies déjà ton permis de conduire. Elle est presque 2 fois plus grande que la Terre. La température y est de 11 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la nôtre, 14 degrés. Mais il fait probablement plus chaud là-bas, car la forte gravité l'aide à conserver plus longtemps la chaleur dans son atmosphère. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin, à 3000 années-lumière de la Terre précisément, ce qui fait environ 29 milliards de kilomètres. Donc, n'oublie pas ton pique-nique. Maintenant, la planète KOI 3010.01 se trouve à côté de l'étoile KOI 2010. Et elle semble être un monde bien agréable. La température moyenne sur cette planète est de 19 degrés. Elle est donc un peu plus chaude que la nôtre. Mais c'est une bonne chose. Les scientifiques pensent que sur une planète parfaite, la température devrait être d'environ 5 degrés plus chaude que sur Terre. Plus il y a de chaleur sur la planète, plus il est confortable d'y vivre. Et aussi, plus les chances de développer la vie sont élevées. Le rayon de cette planète est presque 1,5 fois plus grand que celui de la Terre. Il y a une certaine atmosphère, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de sa composition, mais elle est probablement similaire à celle de la Terre. Les scientifiques pensent que nous y trouverons un océan et qu'il peut couvrir jusqu'à 60% de la surface. Or, dans un monde parfait, l'eau et la terre devraient être réparties de façon plus égale que sur notre planète. Un peu plus de terre signifie un peu plus de territoire et de ressources. Cette planète est en fait très similaire à la Terre. La ressemblance est si frappante que les scientifiques pensent que nous avons 84% de chances d'y trouver de la vie. Bien sûr, pas forcément une forme de vie intelligente, mais au moins quelques animaux. Génial, non ? À quoi penses-tu qu'il pourrait ressembler ? Une planète très semblable à la Terre, mais avec une gravité plus forte. Si un animal y vit, il est probablement trapu avec de petites pattes très puissantes, ce qui est à la fois adorable et effrayant. Mais nous ne pourrons pas découvrir la vérité de sitôt. Jusqu'à présent, pour nous, ces planètes sont des points microscopiques dans l'espace. Nous n'avons que quelques données ennuyeuses à leur sujet, et nous ne savons pas à quoi elles ressemblent. Nous devrons attendre de trouver un moyen de nous rapprocher de ces planètes. Kepler 186f est aussi l'une des candidates les plus sérieuses pour abriter la vie. Cette planète plutôt mignonne a été surnommée la cousine de la Terre, car elle lui ressemble fortement. Ces deux planètes sont en effet comme des sœurs, mais pas vraiment jumelles. Kepler 186f tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles encore plus ternes et plus petites que les naines oranges.
Elles vivent aussi très très longtemps. Mais leur luminosité est très faible. Cependant, Kepler 186f est plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil. Alors, il ne devrait pas faire trop sombre là-bas. En tout cas, pas une nuit perpétuelle. Le ciel de cette planète sera certainement d'une nuance de rouge inhabituelle, comme les couchers de soleil sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu aimerais vivre sur une planète avec un coucher de soleil éternel ? La taille de cette planète est à peu près la même que celle de la Terre. Pas mal, mais pas parfait. Pourquoi ? Parce que les planètes les plus adéquates sont celles qui sont plus grandes que la Terre et qui ont une gravité plus forte. Tu te dis probablement, mais ne sera-t-il pas plus facile d'y marcher et encore plus difficile de sortir du lit le lundi matin ? Certes. Mais d'un autre côté, cette planète attirera mieux l'atmosphère, qui sera plus épaisse et plus dense. Cela signifie plus de protection contre les dangers de l'espace, plus d'oxygène et plus de chaleur. Sans oublier le fait que les plus grosses planètes offrent plus d'espace pour s'installer. Génial, non ? Mais bien sûr, la taille de la Terre est aussi très bien adaptée. Un autre fait intéressant est que l'inclinaison de Kepler 186f est à peu près la même que la nôtre. Cela signifie qu'il devrait y avoir des saisons stables et un cycle jour-nuit normal. Sais-tu à quel point l'inclinaison de la planète est importante ? Regardons Mars. Elle se trouve aussi dans la zone habitable de notre Soleil. Mais son inclinaison est très instable. Et par conséquent, tout l'océan qui aurait pu s'y trouver autrefois s'est maintenant complètement asséché. Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert rouge et il n'y a pas de vie. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tu vois à quel point ces petits détails sont importants ? Cette planète est aussi très éloignée de nous, 490 années-lumière. Cela fait environ 5 milliards de kilomètres. Donc, là aussi, nous allons devoir attendre le voyage intergalactique. Kepler 62e et Kepler 62f étaient appelés les plus semblables à la Terre avant que nous ne découvrions Kepler 186f. Elles sont très comparables à notre planète. Kepler 62e est environ 1,5 fois plus grande que la Terre, et Kepler 62f est à peine plus petite que cela. Elles sont situées dans la constellation de la Lyre à environ 1200 années-lumière de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge. Une année sur Kepler 62e dure environ 122 jours. Encore moins que sur la première planète dont nous avons parlé. Les scientifiques pensent que 62e et 62f sont toutes deux des sortes de mondes d'eau, des endroits principalement, voire complètement, chauds et recouverts d'eau. S'il y a des terres là-bas, ce ne sont probablement que des îles. Un monde entièrement constitué d'îles. Un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Mais si tu es un fan des animaux marins anciens, imagine à quel point ils pourraient être gigantesques là-bas. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette planète. A-t-elle une surface ? Quelle est sa composition ? Sa densité ? Un jour, nous pourrons peut-être répondre à ces questions. Voilà, c'est tout pour les super-terres. Bien sûr, la liste originale est bien plus longue, et tu peux aller la consulter sur Internet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des planètes qui sont meilleures que la Terre. Mais nous connaissons aussi des milliers d'autres exoplanètes qui sont juste assez proches de la nôtre. Et il y a de fortes chances que quelques-unes d'entre elles abritent au moins une forme de vie. Mais elles se trouvent très très loin, alors nous n'avons aucun moyen de le vérifier pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des créatures sympas sur plusieurs d'entre elles. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottants, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel, et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu 2 fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil, ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable.
Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre. Car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil.
Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levées et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1000 atomes.
Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autre chose. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre.
Puis essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en sons. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas? Imaginez que nous puissions transférer de l'eau provenant d'autres corps célestes de notre système solaire jusqu'à la Terre. Chaque planète, tout comme certaines lunes, recèle sa propre variété singulière d'eau. Que se passerait-il si nous les vidions de leurs réserves? Explorons cette hypothèse. Commençons par Mars. La planète rouge, bien qu'elle ne puisse rivaliser avec la Terre en matière de station balnéaire, possède un atout remarquable, de l'eau à l'état solide. À ses extrémités, elle arbore de vastes calottes polaires, semblables à des coiffes de glace. La calotte boréale est composée d'un mélange d'eau et de dioxyde de carbone, tandis que l'Austral se distingue par une composition majoritairement faite de glace d'eau. Si Mars abritait ses propres ours polaires, il s'y acclimaterait sans peine. Durant l'hiver, ces formations glacées s'étendent mais davantage, enrichies par le gel de nouvelles couches. À l'inverse, en été, elles se rétractent légèrement, une partie de la glace se sublimant alors en gaz. Il ne faut pas non plus négliger l'eau gelée enfouie dans le sol. Bien que la surface paraisse aride et rocailleuse, Mars dissimule sous sa surface des réservoirs de glace insoupçonnés. Qu'adviendrait-il si l'on amenait l'ensemble de cette eau martienne gelée sur notre planète? Le résultat ne serait pas aussi simple qu'il n'y paraît. L'eau martienne diffère sensiblement de la nôtre. Elle contient des cristaux de glace enrichis en deutérium. Le deutérium, proche parent de l'hydrogène ordinaire, est légèrement plus massif et possède un neutron supplémentaire dans son noyau. Le fait est le suivant, la vie terrestre, qu'il s'agisse des végétaux, des animaux ou des créatures aquatiques, s'est progressivement adaptée à une eau abondante en hydrogène. L'eau martienne, alourdie par un excès de deutérium, pourrait s'apparenter à une boisson étrangère à leur métabolisme. Il est donc possible que plantes et les animaux adoptent des comportements inattendus, voire profondément altérés. L'eau martienne pourrait paraître trop dense aux plantes, comme si elle devait absorber un épais milkshake plutôt qu'un léger smoothie. Certaines gagneraient en vigueur et en taille, tandis que d'autres mettraient sans doute du temps à s'adapter à cette saveur inédite. Concernant les animaux, la situation devient nettement plus énigmatique. Les effets observés dépendraient de multiples facteurs, variables selon les espèces. Leur comportement pourrait être altéré. Alimentation différente en quantité et qualité, variation d'énergie, entre autres. Une eau riche en deutérium influencerait également leur développement, tout en augmentant leur vulnérabilité à diverses infections et maladies. Et qu'en est-il des poissons et de la vie aquatique? Leur processus métabolique pourrait beau subir des modifications notables, ralentir ou perdre en efficacité. Ils risqueraient également de faire face à de nombreuses pathologies et déséquilibres. L'ensemble de l'écosystème devrait probablement s'adapter à cette nouvelle eau. Il demeure difficile d'affirmer cela avec certitude, car aucune expérience comparable n'a été réalisée, mais cela serait fort désagréable pour ces créatures. L'introduction d'eau martienne sur Terre serait une expérience considérable. Notre planète est le théâtre d'une interaction délicate entre écosystèmes. Cela reviendrait donc à lancer un coup de pied dans une fourmilière. Mars n'est cependant pas le seul corps céleste de notre système solaire à posséder de l'eau. Celle-ci a également été détectée sur certaines lunes, comme Europe, l'un des nombreux satellites de Jupiter. Europe peut sembler n'être qu'un simple globe de glace en surface, mais sous cette croûte glacée se cache un océan mystérieux, plus secret qu'une carte au trésor.
Cet océan, loin d'être un lieu de baignade ordinaire, est extrêmement froid et recouvert d'une épaisse couche de glace. Pourtant, malgré ce froid intense, les scientifiques estiment qu'il pourrait rester à l'état liquide grâce à un phénomène nommé chauffage par effet de marée. Ce dernier résulte de l'interaction rapprochée de deux objets dans l'espace. Par exemple, lorsqu'une lune gravite autour d'une planète, la force gravitationnelle exercée par cette dernière déforme la lune, la faisant s'étirer et se comprimer légèrement. C'est précisément cette déformation répétée qui génère de la chaleur. Ce phénomène produit de la friction interne à la Lune, ce qui empêche l'océan de se transformer en un bloc de glace gigantesque. Dans notre cas, cette énergie thermique est due à l'attraction exercée par Jupiter, dont la gravité est immense, sur Europe. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que cet océan pourrait constituer un refuge pour la vie extraterrestre. Nous savons en effet que certaines bactéries supportent des températures extrêmes sans sourciller. Par conséquent, où il y a de l'eau, il se pourrait qu'il y ait également de la vie. Mais ce n'est qu'une possibilité. Une autre lune dotée d'un océan glacé est Encelade, satellite de Saturne. Cette modeste lune impressionne par son manteau de glace étincelant, capable de réfléchir la lumière solaire avec l'éclat d'une boule disco-spatiale. Imaginez que vous déambuliez sur Encelade et que soudain, un jet de vapeur d'eau surgisse du sol tel un geyser dans un parc aquatique. Ces geysers de glace fonctionnent comme des bombes à eau naturelle, projetant eau dans l'espace de l'eau mêlée à de minuscules cristaux de glace. Certains d'entre eux forment un anneau resplendissant autour de Saturne, nommé l'anneau E, qui ressemble à un bracelet façonné d'eau gelée. Plus d'une centaine de ces geysers ont été découverts sur Encelade. Vous vous demandez peut-être d'où provient toute cette eau? Eh bien, comme pour Europe, un océan caché s'étend sous la croûte glacée d'Encelade. Cet océan est si profond qu'on pourrait empiler plusieurs gratte-ciels les uns sur les autres sans jamais en atteindre le fond. Revenons toutefois à notre projet audacieux. Transporter sur Terre l'eau des océans secrets d'Europe et d'Encelade. Une telle entreprise provoquerait inévitablement un certain désordre. Ces eaux extraterrestres présentent des caractéristiques particulières, incompatibles avec celles de nos océans. L'eau d'Europe pourrait être légèrement salée et enrichie en minéraux, comparable à une eau thermale de luxe. Quant à l'eau projetée par les geysers d'Encelade, elle pourrait être extrêmement pétillante et contenir également du sel. Cette idée n'est pas déplaisante en soi, mais nous ignorons encore quelles autres substances pourraient en s'y trouver. Ainsi, tout comme avec l'eau martienne, notre vie marine pourrait s'adapter à ces nouvelles compositions. Certaines espèces pourraient apprécier ces eaux inédites et prospérer, tandis que d'autres rencontreraient sans doute des difficultés notables. Avant de pouvoir affirmer avec certitude les effets de ces eaux, il convient d'étudier ces deux lunes plus en détail. Mais tous ces corps célestes possèdent une eau proche de celle de la Terre. Qu'en est-il d'une autre lune de Saturne, Titan par exemple? Titan est un univers à part, fait de mer et de lacs, mais très différent de ceux de notre planète. Ces étendues sont remplies d'éthane et de méthane, des hydrocarbures comparables aux carburants contenus dans le réservoir d'une voiture. Eh oui, ces lacs constituent de véritables bassins de carburant. Titan détient même bien plus de ce combustible que la Terre ne possède de pétrole et de gaz réunis. Il pourrait aussi contenir du propane, voire des traces d'autres éléments comme le cyanure d'hydrogène. Ce n'est pas un breuvage que vous souhaiteriez goûter. Ces lacs sont en outre extrêmement froids. Des pluies d'éthane pourraient peu à peu éroder le sol et former des cavernes souterraines. De plus, les lacs de Titan pourraient en contenir des bulles. Imaginez des bulles semblables à celles qui pétillent dans votre verre, mais à l'échelle d'une lune entière. Remplies de gaz azoté, elles pourraient éclater comme des feux d'artifice sur les lacs, façonnant les deltas fluviaux de Titan. Comme vous l'imaginez sans peine, ce liquide ne serait guère adapté à la Terre. Nos lacs et nos océans deviendraient comme des bassins exotiques d'hydrocarbures. Imaginez des étendues qui ne frémiraient plus sous le vent, mais qui scintilleraient, tels du carburant liquide. Nous devrions alors apprendre à vivre dans cet environnement inédit. En outre, sous nos conditions terrestres, les hydrocarbures des lacs de Titan pourraient se solidifier et se transformer en glace. Imaginez des blocs d'iceberg flottant sur ce qui fut autrefois nos océans. Il faudrait repenser nos bateaux pour naviguer entre ces icebergs. Par ailleurs, la pluie ne serait plus constituée d'eau, et les vents seraient bien plus violents que ceux auxquels nous sommes habitués. Nos villes, bâtiments et infrastructures auraient de grandes difficultés à résister à de telles conditions. Sans oublier que cette opération perturberait gravement nos écosystèmes. Les effets restent très incertains, mais ils ne seraient certainement pas favorables. Rappelons-nous que la Terre a affiné son équilibre aquatique au fil de milliards d'années.
Modifier ce mélange fragile s'apparenterait à jouer avec un volcan. Apprécions et chérissons donc notre Terre si parfaite et son eau précieuse. Je porte un toast à cette idée. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète. Ils ont trouvé des traces de 2 substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elles passent devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent galant que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient neuf confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars,
Vénus ou Encelade, la lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse, ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, située à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent ExoVénus. Elle se trouve à 40 années-lumière de la Terre. Ce monde a à peu près la taille de Vénus et orbite autour d'une étoile naine rouge froide. Il lui faut un peu moins de 13 jours pour effectuer une orbite complète. La température sur la planète est d'environ 42 degrés Celsius, ce qui est assez chaud, mais tout de même acceptable pour la vie. Ce qui rend Gliese 12b si intéressante, c'est qu'elle pourrait nous aider à comprendre comment les planètes de la taille de la Terre conservent leur atmosphère autour d'étoiles froides. C'est important, car l'atmosphère est essentielle à la présence d'eau liquide et à la protection de la vie contre les rayonnements nocifs. Selon certains chercheurs, Gliese 12b est l'une de nos meilleures chances de comprendre si des planètes comme celle-ci peuvent rester habitables. Il y a environ un an, un événement exceptionnel s'est produit sur Mars. Son bouclier magnétique ainsi que l'atmosphère environnante se sont dilatés, atteignant une taille environ 3 fois supérieure à leur dimension habituelle. La Terre a déjà été témoin d'un phénomène semblable, notamment en 1999. Cet événement a entraîné une expansion spectaculaire de notre magnétosphère, atteignant jusqu'à 100 fois sa taille normale. Les scientifiques avertissent que la Terre pourrait connaître à nouveau une telle situation, mais à une échelle encore plus considérable, et les répercussions pourraient être désastreuses. Examinons donc les raisons de ce phénomène
et les conséquences qu'ils pourraient avoir. La sonde spatiale MAVEN, développée par la NASA, orbite autour de Mars depuis 2014. Cet appareil unique est le seul à surveiller simultanément l'activité solaire et celle de Mars. Le 26 décembre 2022, il a été témoin d'un événement captivant se déroulant sur la planète rouge. L'atmosphère martienne et son bouclier magnétique ont subitement pris une ampleur inattendue, s'étirant sur des milliers de kilomètres. D'après les scientifiques, un tel événement est d'une intensité et d'une rareté exceptionnelles, et MAVEN a pu en capturer chaque instant. En cherchant à comprendre cette anomalie, les chercheurs ont mis au jour un lien fascinant. Ce phénomène était directement lié au vent solaire. Le vent solaire est un flot de particules projetées par notre étoile. Composé principalement de protons et d'électrons issus de l'atmosphère externe de notre étoile, il se déplace à une vitesse vertigineuse, pouvant atteindre 800 km par seconde. Ces particules chargées se propagent dans tout le système solaire sous forme de plasma. Mars, tout comme les autres planètes de notre système solaire, est constamment exposé à ce vent solaire. Imaginez-le comme une sorte de souffle continu provenant de notre astre. Ce vent exerce une pression sur le bouclier magnétique martien, appelé magnétosphère, et contribue à l'érosion progressive de l'atmosphère martienne dans l'espace. Les chercheurs ont établi que l'énorme expansion observée sur Mars était due à un vide, inhabituel au sein de l'atmosphère. Un vent solaire rapide a rattrapé un vent plus lent, provoquant une compression et créant ainsi une zone de vide dans l'atmosphère martienne. Cette configuration exceptionnelle a déclenché une expansion rapide et spectaculaire de la magnétosphère. Le Soleil suit un cycle d'environ 11 ans, alternant entre une phase de faible activité, appelée minimum solaire, et une phase d'activité intense, nommée maximum solaire, avant de revenir à son état initial. Ce phénomène a été observé dès le XVIIIe siècle et nous en sommes actuellement au XXVe siècle. Ce cycle est lié au champ magnétique du Soleil. Lors du minimum solaire, ce champ est puissant et structuré. Cependant, il s'affaiblit peu à peu, jusqu'à ce que l'activité solaire augmente soudainement. Cette intensification engendre les vents solaires, qui projettent des jets de particules vers les planètes, dont la Terre. En 1999, le vent solaire a presque complètement disparu durant 3 jours, un événement qui pourrait se reproduire prochainement. Les scientifiques estiment cette fois-ci qu'il pourrait survenir plus tôt et avec une intensité accrue. Le Soleil devient alors particulièrement actif, libérant du plasma brûlant, formant d'immenses taches sombres et émettant de puissantes radiations. Et hélas, le prochain maximum solaire semble avoir pris la communauté scientifique au dépourvu. Initialement prévue pour 2025, cette tempête solaire semble arriver plus vite que prévu, prenant les scientifiques de court. Le nombre de taches solaires observées a largement dépassé les attentes. En 2022, le Soleil a atteint un pic de taches solaires sur 8 ans, suivi en 2023 d'un doublement du nombre attendu de ces formations. Et ce n'est pas tout. Les éruptions solaires connaissent également une recrudescence. En mars, une tempête géomagnétique a illuminé les cieux avec des aurores spectaculaires visibles dans 30 États américains, marquant l'événement le plus intense de ces 6 dernières années. Des phénomènes solaires rares deviennent aussi plus fréquents. Parmi eux, une immense cascade de plasma, un vortex polaire autour du pôle nord du Soleil qui a duré des heures, et une tornade solaire s'étendant sur 3 jours et culminant à une hauteur équivalente à 14 fois le diamètre de la Terre. Ces activités solaires croissantes posent des risques pour notre planète. Les tempêtes solaires peuvent perturber les communications, endommager les systèmes électriques, provoquer des pannes de courant et menacer directement les êtres vivants. Elles peuvent également ioniser l'atmosphère terrestre, interférant avec les signaux radio et les systèmes GPS. Si ces perturbations coïncident avec des catastrophes naturelles comme des séismes ou des tsunamis, les conséquences pourraient être désastreuses. De plus, les tempêtes solaires puissantes peuvent générer des courants électriques capables de dégrader des infrastructures essentielles, telles que les réseaux électriques et les lignes ferroviaires. Les passagers des avions pourraient être soumis à des niveaux de radiation plus élevés pendant les tempêtes solaires. Il est difficile d'en évaluer les conséquences exactes sur leur santé. En revanche, les astronautes présents à bord d'engins spatiaux, tels que la Station spatiale internationale, pourraient courir des risques bien plus importants. Les futures missions devront donc intégrer les cycles solaires dans leur planification. Nous ne sommes pas les seules espèces en danger. Ces tempêtes peuvent perturber les migrations d'animaux comme les baleines grises, les tortues de mer et les oiseaux, qui s'appuient sur le champ magnétique terrestre afin de s'orienter. Et, cerise sur le gâteau, le risque de collision potentielle entre satellites.
Les entreprises spatiales commerciales privilégient souvent la rapidité de lancement à la sécurité, négligeant ainsi l'impact de la météorologie spatiale. Pendant les tempêtes solaires, la haute atmosphère ionisée exerce une traînée accrue sur les satellites en orbite. En cas de problème, certains pourraient dévier de leur trajectoire et entrer en collision, voire retomber sur Terre. La tempête solaire la plus impressionnante connue demeure l'événement de Carrington de 1859. Cette tempête géomagnétique d'une intensité inégalée a illuminé le ciel avec des aurores visibles des pôles jusqu'à Cuba et au Japon. Aux États-Unis, leur éclat était tel que des chercheurs d'or se sont éveillés en pleine nuit, pensant qu'il faisait jour. Cette tempête a été causée par une éruption solaire majeure. Bien que les aurores aient offert un spectacle époustouflant, leurs conséquences ont été graves. Les systèmes télégraphiques d'Europe et d'Amérique du Nord ont été perturbés. Les pylônes produisèrent des étincelles, des opérateurs ont subi des décharges électriques, et les équipements se sont mis à fonctionner grâce au seul courant auroral, en l'absence de batterie. Des tempêtes similaires se sont produites au moins 3 fois dans l'histoire, causant les mêmes ravages. Aujourd'hui, un événement de cette ampleur pourrait coûter entre 600 et 2600 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. Les chercheurs poursuivent l'analyse des événements passés et des données issues de carottes glaciaires pour mieux comprendre et anticiper les impacts des futures tempêtes solaires. Bien que le comportement de notre étoile reste imprévisible, cela souligne l'importance d'approfondir son étude. La probabilité que la prochaine tempête atteigne l'intensité d'un événement de Carrington est faible. Cependant, en mettant à profit ce temps pour se préparer, ces effets pourraient passer inaperçus. Les préparatifs consistent généralement à ajuster les trajectoires des satellites, immobiliser les avions au sol et repérer les infrastructures sensibles. Pendant ce temps, nous poursuivons notre exploration de Mars. L'atmosphère martienne est très différente de la nôtre. Sur Terre, l'air est respirable, composé principalement d'azote, d'oxygène et de divers autres gaz. En revanche, l'atmosphère de Mars contient des niveaux de dioxyde de carbone extrêmement élevés. Alors que sur Terre, le dioxyde de carbone représente moins d'1%, sur Mars, il constitue environ 96% de l'atmosphère. Par ailleurs, l'atmosphère terrestre est plus de 100 fois plus dense que celle de Mars. Même si Mars est environ 2 fois plus petite que la Terre, son atmosphère est incroyablement ténue, comparable à une plume par rapport à notre ère. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Autrefois, Mars aurait pu ressembler à la Terre. Il est avéré qu'elle possédait de l'eau, et il était même possible qu'elle ait hébergé des plantes. Si nous ajoutions de l'eau sur Mars aujourd'hui, des plantes pourraient y pousser. Dans un passé lointain, Mars a connu une période de volcanisme intense, suggérant qu'elle possédait une atmosphère épaisse et peut-être même un vaste océan. Bien que nous ignorions ce qu'il en est advenu, certaines théories existent. Par exemple, bien que Mars possède un champ magnétique, celui-ci est très faible, ce qui aurait permis au vent solaire de balayer son atmosphère. Finalement, elle est devenue la planète rouge, froide et poussiéreuse que nous connaissons aujourd'hui. Le rover Perseverance de la NASA a récemment fêté son 1000e jour sur Mars, en réalisant des découvertes remarquables. Il a traversé un ancien réseau de rivières et de lacs martiens, récoltant 23 échantillons précieux. Ces derniers nous permettront de mieux comprendre l'histoire et la géologie de la planète. Les phénomènes extrêmes, bien qu'intimidants, nous permettent d'approfondir nos connaissances sur le système solaire. Heureusement, grâce à sa conception robuste, Maven est capable de résister aux tempêtes solaires violentes, offrant ainsi l'occasion d'étudier Mars lorsqu'elle est privée de sa protection naturelle. Connaissez-vous le nombre de continents sur Terre? La réponse semble évidente, 6. Mais un instant, l'Europe et l'Asie ne forment-elles pas un vaste ensemble appelé Eurasie? Ce pourrait sembler être le cas si l'on observe une carte du monde. Cependant, les scientifiques ont une approche différente. Ils ne se contentent pas de considérer les terres émergées. Les géologues examinent également la composition des roches qui forment les continents. En adoptant leur perspective, le nombre de continents peut même augmenter. Les continents perdus ne sont donc pas une légende. Certains ont existé, ou du moins ont existé dans le passé. Et ces continents ne sont pas toujours submergés. Ils se trouvent parfois enfouis sous d'autres terres émergées. Surprise! Des chercheurs ont récemment mis au jour un continent de ce type, le Grand Adria. Cela vous est peut-être familier? Effectivement, il existe un lien avec la mer Adriatique. Ce continent disparu est entièrement enfoui sous l'Europe. Il est entré en collision avec celle-ci et a commencé à s'enfoncer il y a environ 140 millions d'années. De nos jours, il repose sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et sa forme sont comparables à celles du Groenland, la plus grande île au monde.
Mais comment les géologues ont-ils identifié le Grand Adria? Bien qu'il ne soit plus visible, il a laissé des traces. Des fragments se sont retrouvés intégrés aux Alpes, tandis que d'autres ont été incorporés dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires de ce continent disparu ont subi des transformations une fois ensevelies sous l'Europe. Des millions d'années de chaleur intense et de pressions énormes ont modifié leur structure. Le calcaire a cédé la place au marbre. Les temples grecs et romains que vous admirez lors de vos vacances ont été bâtis avec ce même marbre, héritage d'un continent oublié depuis longtemps. Le Grand Adria est ainsi resté caché durant des millénaires. Pourtant, d'autres continents disparus étaient à portée de vue. Connaissez-vous le 7e continent de la Terre, la Zélandia? Probablement pas, puisqu'il repose sous les eaux du Pacifique. Aujourd'hui, 95% de ce continent est immergé. Pouvez-vous deviner son emplacement exact? Son nom vous donne un indice. Il se situe sous la Nouvelle-Zélande. Si vous consultez Google Maps, vous pouvez discerner son contour, visible comme une zone d'un bleu plus clair, s'étendant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Autrefois, cette élévation dépassait du niveau de la mer et représentait environ les 2/3 de l'Australie, soit plus du double de la superficie du Grand Adria. Nous pouvons localiser aujourd'hui la Zélandia car elle n'a pas été submergée trop profondément. C'est aussi la meilleure méthode pour identifier d'autres continents perdus. Imaginez la Terre sans ses océans. Le fond marin n'est pas uniforme. Il est composé de montagnes et de tranchées. On pourrait plonger le mont Everest dans la plus profonde d'entre elles, la fosse des Mariannes. Et il resterait encore 2000 mètres jusqu'au niveau de la mer. Cette profondeur extrême résulte d'un processus géologique appelé subduction, où la plaque du Pacifique s'est enfoncée sous la plaque philippine. La croûte terrestre est constituée de plaques qui flottent dans un manteau de roches en fusion. Lorsqu'elles entrent en collision, l'une s'enfonce tandis que l'autre s'élève. C'est ainsi que le Grand Adria a terminé sous le continent européen. Notre planète est en perpétuel mouvement, mais nous ne remarquons pas ce phénomène car il se déroule profondément sous nos pieds. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique formaient un seul et même territoire. Eh oui, les régions les plus froides et l'un des lieux les plus chauds de la Terre étaient autrefois réunis. L'Antarctique s'est séparé de l'Australie, mais il n'est pas parti les mains vides. Aujourd'hui, un plateau océanique se trouve dans l'océan Indien. Le terme de plateau désigne une zone de terre plate surélevée, et ce plateau porte le nom évocateur de Broken Ridge, un peu comme un titre de film hollywoodien. Autrefois, il était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen, et aurait constitué un pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Mais quel était l'aspect de ce territoire? La réponse pourrait se trouver dans ce petit archipel situé dans l'océan Indien austral, les îles Kerguelen. Ces îles sont les vestiges de l'ancienne masse terrestre. Leur climat est froid, et elles abritent des glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, à l'époque, le climat devait être tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore de ce continent perdu étaient probablement semblables à celles des régions tropicales actuelles, et son paysage devait ressembler à celui de la Nouvelle-Zélande. En parlant de cette région, pouvez-vous deviner à quel continent l'État insulaire de Madagascar appartenait autrefois? Si vous avez répondu l'Afrique, vous vous trompez, mais personne ne vous en voudra. Regardez en haut à droite de la carte. La bonne réponse est l'Inde. Il y a environ 120 millions d'années, elle s'est détachée du continent africain et s'est dirigée vers le nord-est. Madagascar n'a pas réussi à suivre et s'est retrouvée en tant qu'île au large de la côte sud-est de l'Afrique. Toutefois, des traces d'une masse terrestre encore plus vaste ont été découvertes. Le continent perdu de Mauritia. Les scientifiques ont trouvé des vestiges de cette terre ancienne sous l'île Maurice. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu touristique assez prisé, mais il y a des millions d'années, c'était un véritable point chaud parsemé de volcans. Les scientifiques ont pu retrouver les vestiges de Mauritia grâce à un minéral, le zircon, présent dans les roches volcaniques. Cette terre perdue couvrait autrefois une zone allant de l'île Maurice jusqu'à la côte ouest de l'Inde. Si ce territoire existait aujourd'hui, il offrirait une riche combinaison de cultures indiennes et africaines, avec des plats locaux assurément épicés. En parlant d'épices, avez-vous déjà goûté à la cuisine indonésienne? Il y a seulement 50 000 ans, l'Asie du Sud-Est présentait un visage très différent. Sumatra, Bornéo, Java et même l'Australie n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. On trouvait alors deux masses continentales, Sunda et Saül, séparées par une profonde fosse océanique. D'un côté, il y avait l'extension du continent asiatique, Sunda,
et de l'autre, la Grande Australie, Sahul. À cette époque, Bali était encore situé à l'extrémité sud de l'Asie. Les biologistes ont été parmi les premiers à observer cette séparation, car les espèces se sont développées de manière distincte sur Sunda et Sahul. C'est pourquoi l'Australie abrite des animaux uniques, comme le kangourou, le wombat et l'ornithorynque. Saviez-vous qu'un kangourou géant vivait autrefois en Nouvelle-Guinée? Cela s'explique par le fait qu'un pont terrestre reliait l'Australie jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Aujourd'hui, les deux îles sont séparées par le détroit de Torres, qui est relativement peu profond, avec à peine 20 mètres d'eau. Cela nous rappelle que cette région formait autrefois une seule masse continentale appelée Sahul. Un autre détroit océanique d'à peine 50 mètres de profondeur sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Le détroit de Bering se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne Béringie. Cette ancienne masse terrestre n'était pas particulièrement étendue, s'étirant sur environ 1600 km du nord au sud, soit seulement un tiers de la distance entre Los Angeles et New York. La Béringie revêtait une importance supplémentaire. Pendant les glaciations, elle formait un pont entre les continents. À cette époque, les niveaux marins étaient inférieurs de 90 mètres à ceux d'aujourd'hui. Si le niveau de l'eau avait baissé davantage, il aurait été possible de marcher du cap de Bonne-Espérance en Afrique jusqu'au cap Horn en Amérique du Sud. Voilà donc un itinéraire de randonnée vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, il est possible de prendre un avion pour se rendre presque partout dans le monde. Le globe a-t-il jamais semblé si petit? Eh bien, à vrai dire, il l'a été. Il y a environ 2 à 300 millions d'années, tous les continents ne formaient qu'un seul supercontinent, appelé Pangée. Son nom, qui nous vient du grec, signifie « toute la Terre ». Mais la Pangée a commencé à se fragmenter. Le plus grand écart s'est formé entre l'Amérique d'un côté et l'Europe, ainsi que l'Afrique de l'autre. L'eau de mer a rapidement envahi cet espace, donnant naissance à l'océan Atlantique. Ce processus est loin d'être terminé. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'Amérique du Nord s'éloigne progressivement de l'Europe, à raison 2 ou 3 cm par an. Cela peut sembler peu, comparé à la durée de vie moyenne d'un être humain qui est d'environ 70 ans. Cependant, à terme, tous les continents se reconnecteront, formant un nouveau supercontinent. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire de la Terre. Mais personnellement, je ne vais pas attendre que cela se produise.